Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette troisième édition du Forum des Futurs Désirables au Quai des Savoirs, ici à Toulouse. Alors, pour démarrer cette journée, on vous propose une rencontre et un échange avec Alexandre Monin. Alexandre Monin, qui est philosophe, qui a passé une thèse sur la philosophie du web en 2012 à Sorbonne Université et qui s'est tout de suite intéressé à l'Anthropocène, évidemment, qui a situé tout son travail dans les problématiques écologiques. Vous avez même forgé le concept de redirection écologique dont vous allez nous parler. Vous avez publié à la fin des années 2010 Écologie du smartphone avec Laurent Salard, et vous avez participé aussi au groupe du Shift Project au rapport du Shift Project pour une sobriété numérique, donc le Shift Project qui propose aussi un atelier cet après-midi. Donc vous avez travaillé pas mal sur cette question de la redirection écologique, pardon, peut-être c'est un lapsus voilà, qui fait sens. Redirection écologique, et vous avez aussi publié récemment Politiser le renoncement en 2023, dans lequel vous parlez de cette idée des communs négatifs. Alors, je voulais terminer mon petite présentation sur ce concept, puisqu'il y a 2 ans, quand nous avons démarré ce Forum des Futurs Désirables avec Joëlle Zask à votre place, elle nous parlait des communs positifs, si on peut dire comme ça, puisqu'elle nous avait fait une conférence sur le motif du jardin partagé pour penser un futur durable et souhaitable. Et donc là, vous introduisez cette notion de commun négatif, cette sorte d'héritage qu'on va donner aux générations futures, qui peuvent être des ruines ruineuses, comme vous nous dites, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est finalement, à l'inverse des communs positifs, qui est un peu ce dont tout le monde désire, ce que tout le monde désire posséder. Et finalement, les communs négatifs, c'est ce dont personne ne veut, mais dont il faut bien s'occuper. Et donc, vous allez ce matin réveiller nos neurones avec tous ces concepts, et puis nous aider aussi à penser contre nous-mêmes. Donc, on vous laisse voilà, une vingtaine de minutes de conférence, et puis ensuite, on pourra échanger ensemble et poser des questions. Merci, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence et pour cette invitation. Alors effectivement, je vais vous parler ce matin poser une question. Faut-il rediriger la recherche? Alors la réponse forcément est un petit peu oui, mais on va essayer de voir un petit peu comment on peut envisager de rediriger la recherche. La perspective que j'ouvre, je ne vais pas trop détailler, je vais plutôt essayer de revenir sur certains exemples ou certaines initiatives, justement pour qu'on puisse en discuter. Mais la perspective que j'ouvre est un petit peu différente de la manière dont on pose parfois la question. Vous savez, les chercheurs sont souvent très impressionnés, pour ceux en tout cas que ces questions, ces enjeux intéressent, ces enjeux écologiques et politiques, notamment par une question qu'avait posée Alexandre Grothendieck à son époque était: faut-il arrêter de faire de la recherche? Quand est-ce que nous allons arrêter de faire de la recherche? Parce que finalement, nous participons à un système qui est délétère. Et lui-même a arrêté à un moment donné de faire de la recherche. Il n'a pas arrêté d'écrire, il n'a pas arrêté de penser, mais il a arrêté de faire de la recherche. Et donc, voilà, c'est souvent quelque chose qui va impressionner beaucoup les collègues. Ce n'est pas forcément mon option, en tout cas ce matin, celle que je vais vous proposer, notamment parce que on est dans un temps aujourd'hui où on voit qu'il y a des recherches qui s'arrêtent, souvent involontairement. Je pense notamment à toutes les recherches qui concernent le climat aux États-Unis. Et du coup, ça pose évidemment des questions nouvelles quand ce sont d'autres qui mettent en pratique finalement cet arrêt de la recherche. Et il me semble que, vu les problématiques que nous affrontons à l'heure de l'Anthropocène, du franchissement en cours des limites planétaires, on appelle ça comme on veut, il y a des problématiques nombreuses qui s'ouvrent et qui vont faire qu'on aura besoin de recherche, mais peut-être pas effectivement la recherche qu'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire une recherche au service de l'innovation, une recherche au service d'une forme de guerre économique, dont ce n'est pas évident par ailleurs de s'extraire, ce n'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, on peut commencer à envisager peut-être autre chose, et donc cette idée de rediriger la recherche, de repenser nos conditions matérielles de recherche, nos conditions d'évaluation, et finalement de repolitiser et de rediriger ce que nous faisons. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples, quelques illustrations de ces tentatives en cours de rediriger la recherche pour voir si peut-être elles peuvent nous inspirer plus largement. Premier élément dont je voudrais parler, que je voudrais partager avec vous, c'est une initiative qu'on a initiée avec un collègue bioinformaticien à INRIA Lyon. Donc INRIA, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est l'ex-Institut national de recherche en informatique et en automatique. Mais ce n'est plus un acronyme aujourd'hui, c'est une marque. Moi, j'étais chercheur chez INRIA il y a une dizaine d'années, à Sophia Antipolis. Et donc, c'est Éric Tanier
Et avec un ancien étudiant à moi, Maël Thomas, on a contribué à forger une licence qui est une licence en fait qui vise à permettre aux collègues, chercheurs et chercheuses, finalement, de se rendre responsables de leurs résultats de recherche. Souvent dans le monde de la recherche, on va dire oui, mais moi je produis de la recherche, mais ce qu'on fait ensuite de ma recherche, finalement, je n'en suis pas responsable. Alors, c'est pas forcément toujours une manière de se laver les mains, hein. Ça peut être juste le fait de constater que une fois que ça sort des laboratoires, effectivement, on est un petit peu impuissant à déterminer ce qui va se passer. Eh bien, l'idée ici, c'est finalement, à travers cette licence, d'opérer une réflexion pour se rendre responsable, y compris juridiquement, de ce que nous produisons et faire en sorte que les résultats de recherche n'échappent plus aux chercheurs et qu'on puisse commencer à mener une réflexion collective, collégiale, ce qui n'est pas forcément toujours évident, concernant justement les conséquences de ce que nous produisons en tant que chercheurs, en tant que chercheuses. Et ce qui évidemment derrière peut mener à d'autres réflexions sur comment est-ce qu'on oriente, comment est-ce qu'on finance la recherche, dans quel sens, etc. etc. Donc cette licence, elle s'appelle Usage Rights. Vous voyez une petite figure, une petite icône qui représente les limites planétaires juste à côté du nom de cette licence. Bien sûr, ma flèche, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, cette licence, elle vise à déterminer. C'est une licence à réciprocité, donc ce n'est pas une licence libre au sens classique du terme, ce n'est pas une licence comme les Creative Commons où on fixe simplement les conditions de partage d'un certain nombre de contenus, commercial, non commercial, avec attribution, sans attribution, etc. C'est une licence qui fixe cette fois-ci des conditions d'usage et donc des formes de réciprocité. À savoir le fait que si on veut utiliser un certain nombre de résultats, si on veut utiliser un certain nombre de documents, de logiciels, de données, eh bien, on permet en fait aux auteurs de ces documents, de ces logiciels, de ces données, de fixer des conditions de réutilisation. Donc de dire, par exemple, je veux bien que tel acteur utilise mes données ou tel acteur utilise mon logiciel, mais cet acteur doit se conformer éventuellement à une politique de soutenabilité, pourquoi pas une politique de soutenabilité forte, ou alors je ne veux pas que tel acteur, dont je sais que par ailleurs il ne va pas se conformer immédiatement à une politique de soutenabilité forte, voire pire, utilise effectivement mon travail. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de pas mal de choses dans le monde de la recherche, notamment tout ce qui est open science, où, vous savez, l'open science, la science ouverte, hein, dans le cadre de la science ouverte, eh bien, finalement, l'idée, c'est qu'on donne accès à l'ensemble des données de recherche ou des contenus en matière de recherche, et qu'en soi, ça, c'est une valeur positive. Ce qui, en première intention, n'est pas faux. Pour autant, ça pose un certain nombre de questions parce que, évidemment, quand vous mettez en accès libre un certain nombre de données, ceux à qui ça va profiter le plus, c'est ceux qui ont les moyens d'exploiter ces données. Donc, plus vous avez des moyens computationnels, notamment, d'exploiter des données, plus ça va vous bénéficier. Et donc, ça risque en fait de renforcer des inégalités existantes plutôt que de favoriser un accès pour tout un chacun. Parce que l'accès va être largement inégalitaire. Et donc, on blague parfois avec Eric, on évite de le présenter comme ça en général, mais parfois on dit, voilà, on est nous les avocats de la science fermée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez parlé de l'idée de commun en référence à Joël Zask. C'est plutôt l'idée qu'on va présenter la démarche et les résultats de la recherche comme un commun et non pas comme quelque chose qui est ouvert à tous les vents. Il y a un commun, au sens d'Elinor Ostrom, au sens qu'on donne à ce terme, c'est quelque chose qui est à la fois ouvert et qui est fermé. On fixe des conditions d'accès au commun. On fixe des conditions d'usage du commun. On fixe des conditions de réciprocité. On peut avoir accès au commun, mais il faut donner quelque chose en retour. Ce n'est pas simplement je prends tout ce que j'ai à prendre, comme ça se passe un petit peu aujourd'hui, comme ça se passe aujourd'hui par exemple avec les IA génératives, qui vont moissonner des contenus sans du tout restituer, au contraire, qui vont derrière produire des données qui vont plutôt dégrader finalement les données initiales parfois qu'autre chose. Ou alors, comme un exemple dont parlait Eric hier, en préparation justement de cet événement et d'autres événements à venir, où on a vu que des botanistes avaient mis en accès libre des contenus
que des IA génératives en accès libre, donc en open science. Des IA génératives ont moissonné ces contenus et maintenant on a des botanistes qui, de ce fait, se font licencier parce qu'on arrive à automatiser leurs tâches. Là, on n'est pas dans une perspective où on rend au commun, finalement on nourrit ce commun, mais au contraire, on détruit les conditions mêmes qui permettent de bâtir ce commun. Donc voilà, c'est un peu ce principe de remettre du commun dans la science, de se rendre responsable de nos contenus de recherche, donc aussi de nos démarches de recherche, que nous essayons de mettre en valeur avec cette licence Usage Right. Si vous voulez en savoir plus, on a publié un petit article dans AOC qui s'intitule « Se réapproprier la production de connaissances ». Voilà. Aujourd'hui, on réfléchit à comment on peut mobiliser cette licence justement vis-à-vis des IA génératives, donc avec le même principe que celui que je viens de dénoncer. Et par ailleurs, la première marche d'une certaine manière de ce travail, elle existait avant son développement, puisqu'elle renvoie ici à des initiatives que sont les ateliers sens, qui visent justement à permettre à des chercheurs et des chercheuses de rediriger finalement leur propre recherche. Les ateliers sens qui ont été mis en place par Éric Tanier, que je mentionnais tout à l'heure, et Sophie Quinton. J'ai un petit peu participé aussi à leur élaboration. Donc ce sont des chercheurs, ici en l'occurrence une informaticienne et un bioinformaticien, qui ont mis en place ces ateliers pour permettre justement d'avoir cette discussion que j'évoquais à l'instant. Si on doit avoir une conversation sur mais quelle est la finalité de notre travail en tant que chercheur et que chercheuse et comment est-ce qu'on peut réinterroger notre travail à l'aune de l'anthropocène, à l'aune d'un impératif de soutenabilité forte que l'on voudrait suivre, etc., etc. Mais avoir ce type de conversation, ça n'est pas forcément évident. Et ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. On n'est pas habitué à avoir ce type de conversation. Moi, j'ai travaillé dans différents milieux en termes de recherche, dans un grand établissement en informatique, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé en école de management, j'ai travaillé encore à d'autres endroits. Voilà, de fait, il n'y a pas des assemblées comme ça, on se dit quelle est la finalité de notre travail? Non, il y a des appels à projets, on va y répondre, on va faire carrière, on va essayer dans un univers très concurrentiel de survivre, mais on se pose rarement, en tout cas l'institution, individuellement on peut le faire, mais l'institution nous amène rarement à nous poser la question des finalités du travail qui est réalisé. Et bien pour pallier ce défaut, ces ateliers ont été mis en place, donc les ateliers Sens, pour sciences, environnement, société, et qui visent justement à permettre de se former à poser ce type de questions, à permettre de poser la question des finalités de la recherche, poser la question aussi de ce à quoi on est attaché, pourquoi on fait de la recherche. Il ne s'agit pas, encore une fois, forcément de tout abandonner ou de dire aux collègues qu'il faut tout arrêter. Et le principe de la redirection écologique, vous l'avez dit, c'est aussi d'hériter d'un certain nombre d'attachements à la recherche, à ce qui a fait la vocation des chercheurs et des chercheuses, mais justement pour les rediriger dans une perspective de soutenabilité forte et se rendre capable finalement d'articuler tout ça. Ce qui, encore une fois, n'est pas naturel, ne va pas de soi et n'est pas encouragé par l'institution, d'où le fait que des collectifs prennent en charge le fait de se former et de former des collègues à avoir ce type de conversation. Et donc, il y a un lien évident entre ces ateliers Sens et la licence dont on parlait, puisque une fois qu'on a fait ces ateliers, on se rend davantage capable finalement de verbaliser toute cette question des finalités de la recherche, et donc ensuite, en mobilisant cette licence, de déterminer à quelles conditions on souhaite ou non que nos résultats de recherche soient utilisés, et que ce soit une discussion qui ait lieu à l'échelle d'un laboratoire, d'une institution, voire d'une discipline, parce qu'évidemment les contraintes ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas ça permet de poser ce type de questionnement. Autre exemple très intéressant à mes yeux, que je voulais mentionner, qui s'inspire là encore des problématiques de la redirection écologique. C'est un projet qui a eu lieu, il vient je crois de se terminer. Je vais participer au colloque de fin, mais pour raison de santé, je n'ai pas pu malheureusement le faire, mais c'était il y a quelques jours. Ce projet, c'est le projet Unitae, qui est un projet qui visait à poser la question du devenir des neurosciences à l'heure de l'Anthropocène. C'est un projet mené au sein d'Aix-Marseille Université, donc AMU, qui impliquait tous les laboratoires de neurosciences d'AMU, qui ont obtenu un financement pour ce projet. Donc en soi, c'est assez intéressant. Ils se sont dit, finalement, on va faire un inventaire de notre discipline à l'heure de l'Anthropocène. On va faire un inventaire de ce dont on hérite à travers les neurosciences, ce dont on hérite en termes conceptuels,
des métaphores sur le cerveau, sur la pensée, tout un ensemble de choses qui à la fois nous ouvrent un certain nombre d'horizons et puis peut-être en offusquent d'autres. Donc il y a cet inventaire conceptuel, on va dire, mais aussi un inventaire quant aux finalités des neurosciences. Alors ils se sont posés la question, est-ce que parfois on ne mobilise pas les neurosciences pour apporter des réponses un peu dépolitisantes à certaines questions qu'on peut se poser. Si on vous dit que le problème, c'est le bug qui se trouve dans votre cerveau, bah, effectivement, il n'y a plus tellement de questions à se poser. Il faut remanier le cerveau et puis ensuite, il n'y a pas beaucoup de politique à faire. Donc, voilà, c'est un petit peu des choses qu'ils ont essayé de mettre en avant. Et puis, ils se sont posé la question de l'exercice matériel, concret, de la recherche, qui est le leur. Avec des questions, là encore, très très concrètes. En neurosciences, mais comme dans beaucoup de disciplines en réalité, on a des budgets d'investissement, mais on n'a pas de budget de fonctionnement. Ça, c'est en recherche, on a des budgets de projet, mais on n'a pas de budget de fonctionnement de moins en moins. En tout cas, il y a une bascule du projet, du fonctionnement vers le projet au cours des dernières décennies. Et donc, ce qui fait qu'on peut acheter des machines pour faire, par exemple, des IRM, mais qu'il n'y a pas forcément de budget pour assurer la maintenance de ces machines. Et donc, quand on a un budget en recherche, mais c'est partout, j'imagine que c'est pareil dans le monde de la culture, c'est partout pareil, mais si on vous donne un budget, il faut le dépenser. Parce que si vous ne le dépensez pas, ce que vous n'avez pas dépensé, on ne vous le redonnera pas l'année suivante. Alors ça, je pense que tout le monde est au courant. Et donc, ça amène à racheter finalement des machines parce qu'elles ont un pouillomètre de puissance supplémentaire d'une année sur l'autre pour éventuellement se dire qu'on va faire des expérimentations qui seront de meilleure qualité. Et donc voilà, on accumule comme ça de l'infrastructure, on accumule comme ça des machines sans du tout se poser la question effectivement de la pérennité de cette démarche, de la soutenabilité de cette démarche. Et là, pareil, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de soulever en se disant qu'il y avait sans doute d'autres manières de faire que celle-ci. Mais évidemment, ça veut dire poser la question des budgets, poser la question des achats, qui sont des questions comme ça qui ont l'air très triviales, mais en fait qui vont avoir un impact très fort quant à la manière dont on va exercer notre activité en tant que chercheur et que chercheuse. Donc c'est intéressant aussi de voir que vaut mieux que cet inventaire soit effectué par les chercheurs du domaine que de l'extérieur. Parce que les chercheurs du domaine, évidemment, comprennent comment leur domaine fonctionne, sont attachés en général à leur discipline et donc ont quand même aussi des éléments pour mener à bien ce type d'inventaire. Projet effectivement très intéressant de mon point de vue. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un article qui a été publié, Quelles neurosciences à l'Anthropocène, dans la revue Economia Humana, un numéro 2 de cette revue que j'ai dirigé, qui est sorti en mars ou avril dernier et qui était consacré à la redirection écologique. Alors pour dire que ces questions ne touchent pas que AMU ou les neurosciences, à l'EPFL, par exemple, a été mis en place un atelier de maintenance et de réparation des équipements de recherche dans la faculté des sciences de la vie. Alors même à l'EPFL, donc l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc il y a une vraie réussite au niveau académique, qui draine d'ailleurs beaucoup d'étudiants français, ce qui est un problème pour le PFL, parce que c'est de l'argent public suisse, et donc on a des étudiants français qui... Donc les Suisses sont de moins en moins contents de cette situation. C'est une autre question que je ne vais pas ouvrir ici. À l'EPFL, donc, c'est pareil, on a une logique plutôt d'investissement. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des coupes budgétaires ces derniers temps en Suisse. Non pas qu'il n'y ait plus d'argent en Suisse, mais qu'une partie de l'argent a été redirigée vers le militaire. Alors, ce n'est pas forcément la redirection que j'ai en tête ici, mais en tout cas, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, ils se sont posé la question de dire, voilà, maintenant, on n'a pas tous les moyens qu'on peut imaginer. Et du coup, peut-être qu'on doit penser de nouveaux arbitrages. Et donc, certains acteurs en ont profité pour dire, effectivement, donc peut-être qu'on doit sortir d'une logique où on fait des achats continuels de nouveaux matériels et tester le fait d'embaucher des gens pour maintenir le matériel existant. Et en fait, on est beaucoup plus frileux quand il s'agit d'embaucher des gens que d'acheter du matériel, pour des raisons qui m'échappent évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont testé, effectivement, au sein de la faculté des sciences de la vie, le fait de mettre en place un laboratoire pour assurer
la pérennité des outils, des infrastructures existantes. Ça a été un grand succès et donc c'est quelque chose qui est en train d'être développé et de s'étendre au sein de l'EPFL. Mais encore une fois, c'est une vraie problématique et là on parle de science, mais c'est une problématique en fait, cette bascule d'une logique d'investissement, d'achat et d'achat de nouveautés vers une logique de maintenance, de réparation, voire une logique aussi qui inclut là-dedans le démantèlement, la fermeture, qui est une logique qui a des implications et des répercussions extrêmement importantes. Mais en tout cas, on voit que dans le domaine des sciences, on est concerné très directement par ces questions-là. Un autre exemple que je voulais mentionner, parce que c'est aussi un exemple où il se pose des questions en matière de redirection écologique, c'est cet exemple d'un programme de recherche, le programme Co-Create, qui est un programme qui est mené par Innoviris à Bruxelles, donc c'est en Belgique. C'est un programme de recherche-action qui finance donc de la recherche-action à l'échelle de la région de Bruxelles. Et ils ont vraiment intégré une réflexion autour des questions de redirection écologique, de fermeture, de démantèlement et de commun négatif, vous avez eu la gentillesse de mentionner, au sein finalement de leur doctrine en matière de financement de la recherche. Alors je vais vous lire deux petits paragraphes que voici pour voir comment ils ont intégré ces questions. Je trouve que c'est relativement intéressant. Ils disent ceci. Le programme invite également à penser les conditions et redirections nécessaires. Il s'agit de penser l'articulation entre les éléments désirables, on parlait, et ce qui ne l'est plus. Les changements visés, ce qu'on devrait arrêter, les causes profondes qui empêchent les conditions d'émergence des effets désirables. Il s'agit aussi de réfléchir à la manière dont on va prendre en considération ce à quoi il faudrait éventuellement renoncer. Une vraie question en science. Ceux qui devraient être démantelés, fermés, réaffectés, et celles et ceux qui seraient impactés par cela. Il s'agit aussi de reconsidérer et reconfigurer les liens de dépendance, les besoins et la manière dont ils sont adressés. Un changement sociétal ne peut se faire sur fond d'amnésie. Il est fort probable que la situation n'ait pas toujours été comme ça et qu'il y ait eu des moments de bifurcation. Il s'agit donc de réaliser un travail de mémoire et d'enraciner la problématique et les perspectives de changement dans nos héritages. Il est cependant essentiel que cette mémoire soit une matière première vivante et cohabite avec l'imagination active afin qu'elle ne se réduise pas à un passé imposé et alourdissant. Donc c'est intéressant de voir comment ils essaient d'intégrer une perspective à la fois. On peut imaginer que des choses doivent s'arrêter, on peut imaginer que des bifurcations doivent avoir lieu, ont eu lieu dans le passé, et qu'on inscrive tout ça en même temps dans une mémoire, dans cette question de ce dont on hérite, ce qu'on a sur les bras, ce qu'on doit traiter. Et une partie de ça, ce sont effectivement des communs négatifs, sans que ce soit uniquement une perspective entre guillemets sclérosante, mais qu'au contraire, ce soit un moteur finalement à la fois pour l'action, mais aussi, ici en l'occurrence, pour le financement de recherches qui permettent d'adresser ces questions. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment ce type d'approche peut être aujourd'hui, j'allais dire, métabolisé par des financeurs en matière de recherche qui essaient justement de développer d'autres démarches, des démarches un petit peu alternatives. Avant de passer à mon dernier slide, dernier exemple, dire aussi sur ces questions que j'ai évoquées à l'instant de fermeture en disant bah voilà, peut-être que demain on ne pourra pas tout maintenir et donc il y a matière aussi à se poser la question de ce que l'on ne pourra plus faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire pour imaginer un avenir qui soit viable. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel dans la perspective de la recherche, puisqu'il a fallu attendre, il y avait déjà des travaux évidemment sur l'innovation, de plus en plus de travaux sur la réparation et encore aussi sur la maintenance, qui sont à chaque fois des aspects différents mais complémentaires. Mais il a fallu attendre 2024 pour que l'idée émerge de commencer à forger un réseau international de recherche autour des questions d'arrêt, de fermeture, de fin, ce qui n'était pas du tout naturel, en se disant qu'il y avait peut-être là un objet en soi qu'il fallait étudier, et évidemment du point de vue scientifique en l'occurrence. Donc voilà, c'est pour dire aussi qu'il y a des points aveugles parfois qui mettent du temps finalement à ce qu'on arrive à les couvrir, alors que peut-être que ça fait partie des questions aujourd'hui qu'on doit se poser, y compris depuis les espaces scientifiques, pour procéder à un certain nombre d'arbitrages. Ce qui m'amène justement à ma dernière slide, poser la question de savoir quelle recherche il faut mener du point de vue du système Terre. C'est une question qui se pose tout le temps. Est-ce qu'il faut envoyer des nouveaux satellites dans l'espace? Est-ce qu'il faut
construire un nouveau cyclotron? Est-ce qu'il faut voilà, faire tout un ensemble de choses? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire finalement si on veut assurer des conditions de vie viables pour demain? Alors, le monsieur que vous voyez ici à l'écran, c'est José Alloy. Il est physicien. Il travaille à l'Université de Paris. Alors, l'Université de Paris, le nom change un petit peu tout le temps, donc voilà, vous regarderez ce que c'est aujourd'hui. Et José Alloy, il a travaillé sur la robotique notamment. Mais c'est un physicien qui s'intéresse à ce qui est nécessaire pour que la vie puisse perdurer. En fait, il s'intéresse à la manière dont la vie est apparue sur Terre, comment fonctionne le vivant, comme quelque chose qui a été généré d'une certaine manière par le système Terre. Et donc son point de vue, c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment celui des sciences du système Terre. Et sa réflexion aujourd'hui, elle s'étend aux technologies. Elle s'étend, quand je dis les technologies, c'est la technosphère, c'est tout un ensemble de choses dont nous dépendons aujourd'hui. Et il essaye de penser des technologies qui soient réellement soutenables, c'est-à-dire des technologies qui soient soutenables sur, non pas quelques années, non pas quelques décennies, mais des siècles ou des millénaires. Ce qui est en général pas du tout l'échelle à laquelle on réfléchit à ces questions. C'est même une échelle en général à laquelle on ne réfléchit pas à ces questions-là. Et donc ça l'amène finalement à se poser la question, on va dire, de comment on peut tirer les leçons du fonctionnement du système Terre pour imaginer un métabolisme demain qui soit un métabolisme vraiment soutenable. Et il pose une distinction entre ce qu'il appelle des technologies zombies et des technologies vivantes. Technologies zombies étant des technologies qui, comme les zombies, sont à la fois déjà mortes et n'arrivent pas à mourir. Déjà mortes parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les projeter sur un pas de temps extrêmement long. D'accord, ça ne marchera pas. On n'a pas les ressources, on n'a pas l'énergie, on n'a pas tout un tas de choses. Et elles sont, en même temps, elles n'arrivent pas à mourir parce que comme elles ne rentrent pas dans les grands cycles biogéochimiques, elles ne sont pas digérées, compostées d'une certaine manière, ou compostables, et du coup elles s'accumulent sous forme de déchets. Donc voilà, elles sont comme le zombie, déjà morts, mais ils n'arrivent pas vraiment à mourir. C'est pour ça qu'ils essaient quand même de vous courir après pour manger votre cerveau. Ben, c'est un petit peu ça, finalement, les technologies zombies. Et lui dit, voilà, il faut basculer vers des technologies vivantes qui s'inspiraient finalement de la composition chimique des vivants, du niveau de puissance auquel les vivants fonctionnent, bref, d'un certain nombre de paramètres finalement qu'on peut identifier à l'aune justement de ce que nous apprennent, je le disais, les sciences du système Terre. Et donc, d'une certaine manière, c'est à cette aune-là, de ces enseignements du système Terre, et tel que lui arrive à les spécifier, qu'il faudrait penser, repenser notre recherche. Il dit d'une certaine manière que le système Terre, il opère une forme de sélectivité sur nos technologies. C'est un petit peu l'Anthropocène, c'est un petit peu ça. Un système, un métabolisme qui est désajusté par rapport au fonctionnement du système Terre et la boucle de rétroaction que ça engendre, c'est justement l'Anthropocène. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas viable. Et donc ce que l'on observe, c'est cette sélection par le système Terre de systèmes qui ne sont pas les nôtres, d'où le fait que nous avons un certain nombre de soucis relatifs à l'habitabilité de la planète pour les années à venir. Donc comment est-ce qu'on arrive finalement à repenser l'ensemble de notre recherche à cette aune-là? Effectivement, c'est un programme extrêmement ambitieux, mais qui mérite qu'on se pose aujourd'hui la question, et qui est extrêmement ambitieux sans forcément sortir de l'horizon de la recherche. Voilà, donc, programme pour aller vers de la soutenabilité forte. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus pour montrer qu'il y a énormément de choses à faire aujourd'hui pour rediriger notre recherche, mais qu'il y a beaucoup d'initiatives, les prémices, on va dire, d'initiatives pour essayer de le faire, parce que évidemment la tâche est immense. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Pour un lundi matin, ça décoiffe. Je vous propose peut-être de vous donner la parole si vous avez des commentaires, des questions. Des tomates, tout ce que vous voulez. Oui, des tomates. Monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Vous parlez donc, vous nous présentez tout un tas de principes, vous dites on en est aux prémices. Est-ce qu'on a déjà quelques exemples d'application de ces principes?
et donc des premiers retours d'expérience sur l'applicabilité ou l'acceptabilité de la mise en œuvre de ces principes. Alors, ça dépend des exemples, mais il y a des exemples où on est déjà dans l'application. Les exemples sur je vais revenir en arrière. Sur l'atelier de maintenance, de réparation, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne bien. Et du coup, il y a un appel justement à le répliquer au cœur de l'institution. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, cette logique de commencer à réembaucher des personnes et d'aller d'une logique purement d'innovation ou d'investissement vers une logique de maintenance, finalement, ça produit des effets très appréciés. Et au niveau budgétaire, en fait, ça a des effets intéressants, surtout avec des budgets contraints. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Dans l'exemple précédent, non, sûr. Là, c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Donc, ça veut dire qu'il y a des projets de recherche qui sont financés en fonction justement des critères que j'ai énoncés pour essayer d'amener les porteurs de projets, parce que dans la démarche d'Innoviris, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on est moins sur une démarche où on a des appels et puis sur le mode un petit peu... vous savez, on jette les bébés dans l'eau, on voit lesquels vont surnager et on sélectionne ceux qui ont nagé et tous ceux qui se sont noyés, tant pis pour eux. Ce qui est le mode un petit peu de sélection habituel des projets de recherche. Je pense qu'à l'ANR, le taux de financement doit être, je crois qu'officiellement, on doit être autour de 11-13%, mais à mon avis, en vrai, on est autour de 5%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 95% des projets qui ne sont pas financés, donc c'est quand même beaucoup d'argent public qui est dépensé pour monter des projets qui n'aboutiront pas. Bon, ça c'est un usage de l'argent public que je laisserai à chacun la liberté d'apprécier. En tout cas, ici on n'est pas du tout dans cette démarche puisqu'ils sont dans une démarche d'accompagnement. Donc en fait, quand on leur soumet un projet, si le projet n'est pas mûr, ils accompagnent le projet pour que celui-ci puisse mûrir et soit prêt ensuite à être financé, même si c'est à une date ultérieure. Donc en fait, il y a tout un enjeu à accompagner les porteurs pour que les principes qui sont présentés ici puissent être intégrés par justement ces porteurs dans une démarche de recherche-action, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça amène à poser les questions différemment, ça amène à identifier justement les points de blocage, ça amène à voir quels sont les héritages, etc. etc. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose aussi qui est aujourd'hui au cœur de la démarche d'Innoviris. Et puis si je prends d'autres... ça, voilà, on verra ça pour la suite. Le projet vient de se terminer tout juste, comme je l'indiquais, mais déjà pour moi, ce qui est intéressant ici, c'est alors que le projet a été financé, c'est déjà intéressant de voir que des chercheurs peuvent se réunir pour demander à financer un inventaire concernant leur propre discipline. Ça, en soi, c'est intéressant. Et je dirais que le résultat de ça, c'est le fait de faire émerger une communauté où on se met en capacité de poser ces questions-là. On se met en capacité soi-même, collégialement, de faire cet inventaire, d'en partager les résultats. Et derrière, maintenant, effectivement, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement aller plus loin en essayant de demander ou de mettre en place, sans demander même, d'autres fonctionnements en termes de recherche, notamment sur les aspects matériels que j'ai évoqués. Et ça, évidemment, après, c'est une question plus vaste, une question aussi de rapport de force, d'implication des syndicats dans tout ça, etc. etc. Donc, mais c'est là aussi pour préparer ce type de démarche. Ça existe déjà. Il y a eu plusieurs dizaines d'ateliers sens qui ont été réalisés. Donc ça correspond à une vraie demande des chercheurs que de se rendre en capacité finalement d'interroger les finalités de leur recherche. L'idée ici étant qu'on va former une dizaine de chercheurs et qu'ensuite ces chercheurs-chercheuses vont retourner dans leurs équipes ou dans leur laboratoire, selon votre institution de rattachement, et former à leur tour leurs collègues. Donc un petit peu par capillarité comme ça. Ça, on n'a pas forcément de données sur l'utilisation parce que l'utilisation d'une licence, c'est difficile de savoir exactement qui ou quoi l'utilise. Mais aujourd'hui, le principe derrière cette licence Usage Right et cette licence, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Par exemple, Open Knowledge Foundation, qui voit effectivement un principe intéressant, puisque jusque-là, il n'y avait pas tellement de licences à réciprocité s'appuyant sur ce principe justement de contraindre l'usage. Donc voilà, on pense qu'il y a vraiment matière aujourd'hui, notamment avec le développement des IA génératives, à aller plus loin et à en faire finalement un levier
pour essayer de rediriger une technologie en émergence, en l'occurrence donc les IA génératives, puisqu'on sait qu'un des talons d'Achille de cette technologie, c'est le copyright en l'occurrence, c'est le droit d'auteur. Et ils le reconnaissent. OpenAI avait reconnu l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, avait soumis une motion auprès du gouvernement américain en disant, écoutez, on a besoin que vous nous laissiez violer le copyright, sans quoi notre modèle d'affaires s'effondre. Donc eux-mêmes, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont on va avec nos petits bras réussir à rediriger OpenAI et consorts, mais ça veut dire qu'en tout cas, on appuie sur le talon d'Achille qu'eux-mêmes ont identifié. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute matière à agir aussi là-dessus. L'idée étant pas forcément d'ailleurs ici de dire il faut utiliser aucune IA ou utiliser des IA, mais ça peut être de dire, par exemple, je ne veux pas utiliser OpenAI parce que ce qui est OpenAI, son mode de fonctionnement, etc., ne me convient pas, mais peut-être que d'autres modèles moins gourmands et qui fonctionnent selon d'autres principes, vraiment non-profit, parce qu'au départ c'était non-profit et puis ensuite c'est devenu du non-profit for profit, me conviennent mieux, et donc je veux bien encourager finalement le développement de ces acteurs plutôt que des acteurs aujourd'hui qui sont mainstream. Donc, ouais, il y a quand même des choses qui se passent, quoi. Merci beaucoup Alexandre. Je pense qu'on n'a pas le temps pour une dernière question. Moi je retiens, pour faire aussi le lien avec la suite dans cette journée, par rapport aussi à tous les acteurs qui sont impliqués dans le partage des savoirs, dans la médiation culturelle scientifique, que vous insistez beaucoup sur les conditions matérielles de production des savoirs. Ça, c'est assez intéressant parce qu'habituellement, on voit la science un peu comme de manière platonicienne, un ensemble de concepts, un ensemble de théories, et puis un travail quasiment intellectuel uniquement. Et là, vous insistez sur ces conditions matérielles, ce qui donne aussi une autre image de ces sciences dans la société, avec aussi la possible évidemment génération de déchets, la possible les problématiques de maintenance, les problématiques d'entretien. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi peut-être à réfléchir pour les pratiques à venir de culture scientifique. Oui, juste un mot là-dessus. Effectivement, on pourrait dire c'est portrait du chercheur en travailleur. Et c'est vrai que c'est pas toujours comme ça que les chercheurs-chercheuses aiment à se représenter. Mais en fait, ce sont aussi des travailleurs et des travailleuses avec beaucoup de contraintes, souvent aujourd'hui prolétarisés, au sens où Bernard Stiegler entendait ce terme-là, c'est-à-dire qu'on choisit de moins en moins nos propres objets de recherche, et en même temps, on est tenté de défendre l'activité de chercheur en mettant en avant l'autonomie par rapport à la société, l'autonomie par rapport aussi aux enjeux écologiques, ce qui, à mon avis, fait qu'on est perdant, mais on comprend aussi cette revendication au moment où les chercheurs et les chercheuses n'ont jamais été aussi hétéronomes. C'est le moment où on va fétichiser finalement l'autonomie. Je ne pense pas que ce soit une stratégie tout à fait gagnante. Merci beaucoup.